Prenez la petite fille de 13 ans qui est dépressive, qui se trouve pas belle, qui pleure souvent, qui mange pas beaucoup et qui se fait écœurer en plus. Là. Bon. C'est pas une pièce de théâtre qui va régler le problème, là, qui va être suffisant. Puis c'est pas non plus un groupe d'entraide sur l'intimidation. Là. Probablement que ça va être un suivi individuel 1-1. On n'offre pas un service éducatif pour soulager l'enseignant. On offre un service éducatif parce qu'on croit que l'enfant a plus de chances de réussir dans ce milieu-là. Sans ça, on tombe dans l'approche « éloignez de moi ce calice ». On n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour aider un enfant. Marie ne mange pas beaucoup, elle pleure, elle se sent pas bien. Est-ce que vous viendrez l'idée de dire que ça va prendre absolument un diagnostic de psychiatre pour être en mesure de l'aider? Voyons. J'ai des jeunes qui se valorisent en intimidant les autres. J'en ai des jeunes qui sont victimes. Ça, les victimes, c'est vraiment pas drôle. J'en ai d'autres qui sont observateurs. Mais j'en ai un quatrième groupe. Les victimes qui agressent en retour. Ici Carlo Coccaro. Aujourd'hui, on discute de problèmes de comportement et du développement des compétences sociales des jeunes en difficulté avec une sommité du monde de l'éducation au Québec, M. Égide Royer. Alors, il est psychologue et professeur associé à l'Université Laval en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de la gestion, mais il est aussi et surtout père de 4 enfants, dont des triplés. Alors, ça fait plus de 35 ans qu'il travaille sur la question de la prévention de l'échec et de l'abandon scolaire et de l'intervention en classe aussi pour prévenir les problèmes de comportement. Et on l'a rencontré suite à la publication de son ouvrage qui s'appelle « Problèmes émotifs et comportementaux à l'école, petite encyclopédie de l'enseignant efficace ». On aborde avec lui différents sujets qui touchent directement les familles et les parents. L'intimidation, les classes spéciales, le redoublement, la surmédication des jeunes aussi, et plus encore. Alors sur ce, je vous dis bonne écoute. Monsieur Royer, merci d'avoir accepté l'invitation d'aidersonenfant.com. Vous venez de lancer un livre qui s'appelle « Petite encyclopédie de l'enseignant efficace », dans lequel vous abordez entre autres les concepts de punition et de récompense qu'on retrouve encore beaucoup dans le monde scolaire et même à la maison, que ce soit la retenue ou même jusqu'à l'expulsion des élèves. Est-ce que ça fonctionne, ces modes d'intervention-là? Traditionnellement, la punition a toujours été quelque chose, ou une forme d'intervention qui, par rapport à des jeunes qui manifestaient entre autres des comportements agressifs, était peut-être le premier réflexe qu'on avait. Et on parle maintenant davantage d'arrêt d'agir. Si Steve est en train de frapper Jean, Steve, on ne frappe pas, il y a un arrêt d'agir. Autant que faire se peut, on va donner beaucoup d'attention positive quand Steve se comporte d'une manière qui est autre que de frapper, mais pro-sociale. Et on va même enseigner les comportements de remplacement à Steve, autres que de frapper quand il y a un problème. Donc, l'idée, c'est de pas uniquement... On parle plus d'arrêt d'agir que de punition présentement. Okay. Et de toute façon, la punition, au sens psychologique, c'est une conséquence qui vient diminuer la fréquence qu'un comportement se reproduise. Oui. Alors que souvent, la punition qu'on utilise encore en milieu scolaire, c'est plus punition quasiment dans le sens juridique du terme. Tu as fait telle chose, tant l'encoche au règlement t'amène telle conséquence. C'est vrai, dans le sens un peu œil pour œil, dent pour dent. Un peu dans le sens de œil pour œil, dent pour dent. Donc, normalement, on y va davantage pour un arrêt d'agir, enseignement de comportement de remplacement et attention positive à ce qu'on va avoir comme comportement. Ça, c'est comme une intervention universelle, là, qui est la base, le plancher sur lequel on s'appuie pour être capable d'intervenir de première ligne, du moins. Puis comme on s'adresse beaucoup à des parents avec aidersonenfant.com, des comportements violents ou des mauvais comportements, ça peut aussi survenir à la maison. Concrètement, c'est quoi quel type d'attention positive on peut avoir avec notre enfant? Parce que des fois, c'est challengeant comme parent. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge que vous parlez. Vous faites disons, référence à quel âge? 10 ans. Un jeune de 10 ans, normalement, vous avez déjà un bon bout que de fait avec le jeune au niveau de l'enseignement de certains, ou même les modèles que vous donnez comme adulte par rapport au comportement. Mm-hmm. Mais si vous avez un enfant de 10 ans qui... on parle d'un comportement agressif. Insulte ou dit des gros mots à sa sœur, là, que je ne répéterai pas, mais quelque chose de vraiment méchant. La première intervention, c'est, on l'appelle Steve encore, Steve, on ne dit pas ce type de commentaire-là. Regarde, retourne dans ta chambre, peut-être 4-5 minutes pour y réfléchir, par la suite, on va s'en parler. Il faut avoir une forme d'arrêt d'agir, quelque chose qui suit le comportement. Une séparation avec. Et puis à un moment donné, si vous regardez avec votre fils, comment ça se fait que ça me surprend que tu utilises ce mot-là avec ta sœur. Ah, elle m'a fait telle affaire. Mais la prochaine fois que ta sœur fera quelque chose vraiment qui te déplaît, c'est quoi qu'on pourrait faire autrement que ça? Et l'idée d'avoir un comportement de remplacement. Normalement, le gros bon sens s'applique, là. Et ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à des comportements qui sont des pertes, on perd patience,
on dirait en langage québécois, on saute une coche un peu au point de vue d'humeur, là, on peut tout simplement ignorer. Mais si j'ai un comportement qui vraiment a été agressif envers mon frère, ma soeur ou un autre enfant, là, ça prend un arrêt d'agir, puis il faut vraiment donner une piste sur c'est quoi qu'on va avoir comme autre comportement. Pas juste dire c'est pas beau de faire ça, là. Il faut normalement être capable de le faire autrement. Puis pour les parents comme moi qui parfois ont toute une charge émotive, hein, quand c'est les enfants des autres, on a une forme de neutralité qui nous aide à interagir des fois mieux, ou sans le bagage émotif de colère qu'on peut avoir. Oui, un truc ou un... Moi, le truc que j'ai, que je veux partager, mais qui a la valeur qu'il a, là, c'est je ferais quoi si c'était mon neveu, ma nièce? On peut éloigner un peu un point de vue affectif dans ce sens-là. On peut le voir comme ça. On peut aussi, quand on est capable de le faire, respirer par le nez 3 ou 4 fois, ou demander à son conjoint, regarde, il vient de me faire ça. J'aime mieux respirer par le nez. Pourrais-tu aller le voir pour lui dire que... Vous savez, juste, ça peut peut-être intéresser vos auditeurs. Moi, je suis le père de 4 enfants. Les cadets sont des triplés. Wow. Et je suis déjà grand-père 12 fois. Là. Donc, on se comprend, là, comme point de vue enfant, là, je le fais professionnellement, là, mais j'ai une grande famille moi-même. Mm-hmm. Et je regarde, entre autres, mes 4 enfants élever leurs propres enfants. Et il y a certaines situations qu'on peut ignorer et reprendre un petit peu plus tard en disant « Coudonc, je t'écoutais l'autre fois dire telle affaire ou faire telle chose. Là. On pourrait le faire autrement. » Mais si c'est vraiment un comportement qui peut être dangereux le moindrement ou carrément excessif à votre jugement, ben non, c'est un arrêt d'agir qu'on va faire. Et si on est trop pris émotivement pour le faire, on peut tout demander au conjoint. Ou respirer par le nez un peu avant de le faire. Pour éviter les débordements. Parce que si on se met... comment je dirais? Si, entre guillemets, on réagit aussi émotivement, là, on n'est pas calme, c'est que l'enfant va réagir davantage au ton qu'on a pris qu'au contenu de ce qu'on peut dire. Ça, rationnellement, ça se dit bien. Là, sur le coup, là, personne n'est parfait. Et quand les enfants ont des grands problèmes, par exemple, selon l'école, des grands problèmes de comportement, est-ce que ça arrive souvent que l'enfant va avoir des grands problèmes de comportement à l'école, mais qu'à la maison, tout va super bien? On voit de tout. On peut avoir un peu, d'une certaine manière, la totale. Vous avez un grand gars de 11 ans. Tout ce que ses parents demandent, c'est non, c'est non, c'est non. Même le coucher le soir, là, c'est une entreprise. Le prof d'éducation physique se plaint, le prof titulaire se plaint, le prof d'art se plaint, il y a même des voisins qui se plaignent. Ça, là, c'est la totale. Mais c'est plutôt rare, ça, malgré tout. Ce qu'on va voir, c'est qu'on peut avoir des jeunes qui, à la maison, sont plus durs à vivre pour ceux qui arrivent à l'école. Tout est beau. Ah, ça me surprend, votre enfant, il me semble que dans ma classe, il va très bien. Ou on a l'inverse aussi. Ou on a des choses qui sont spécifiques à certains contextes. Un jeune peut être en difficulté d'apprentissage, peut avoir des comportements... lire, lui, c'est pas son affaire. Là, puis en 5e année, il peut avoir des comportements dérangeants en classe qu'il n'aura absolument pas lorsqu'il joue défenseur droit dans l'équipe de hockey de son coin. L'idée, quand on parlait d'analyse fonctionnelle, c'est d'essayer de voir dans quel contexte ça se produit, puis qu'est-ce que ça y donne de faire ça, là. Okay. C'est comme l'enfant. Écoutez, le plus simple, c'est un enfant de 5 ans qui fait une crise au centre d'achat pour avoir une bébelle. Là. C'est quoi la fonction du comportement? C'est d'être capable de suffisamment être désagréable pour que le parent laisse aller et achète le jouet en question. Oui, tout à fait. Ça, c'est relativement simple. Mais ça, c'est plus compliqué. Ça transcende beaucoup votre livre aussi, cette notion-là des difficultés ou des troubles de comportement que les enfants peuvent vivre se manifeste souvent comme une conséquence à quelque chose et non comme un état d'être de l'enfant qui veut être méchant ou désagréable. Dans le plus simple, dans l'explication la plus simple qu'on peut donner, si on prend un enfant de 8-9 ans, pendant que je prends un jeune vraiment qui a des difficultés importantes de comportement à l'école, là, il ne suit pas les consignes, puis il y a quelque chose qui est dans la récréation, toujours lui là-dedans. Soit que le jeune n'a pas eu l'occasion d'apprendre comment se comporter dans cette situation-là, soit que le jeune est anxieux, puis il se sent mal, puis il n'est pas capable vraiment de faire de quoi qu'il aurait appris pour se faire des amis, mais il n'est pas capable de le faire. Soit qu'il ne l'a pas appris, ou soit qu'il est vraiment anxieux. Et dans ce cadre-là, en tout cas dans les deux possibilités, la troisième étant qu'objectivement, on voit ça des fois dans des jeunes qui intimident les autres, il sait qu'il pourrait se conduire autrement, mais ça fait son affaire de se conduire comme ça, là. Donc, ne l'a pas appris ou le fait pour obtenir certains aspects, certains intérêts ou certains bénéfices secondaires, ou a de la difficulté à le faire, ou le fait parce qu'il est très, très anxieux. Une mauvaise gestion des émotions. On voit un peu de tout. Mais l'intervention universelle qu'on fait, si je prends l'exemple de la récréation, avant de tomber dans des choses aussi subtiles que ça, là, j'ai un plan de surveillance de la cour de récréation.
Les 2 yeux d'adulte regardent dans tous les coins de la cour de récréation. Puis on intervient de manière préventive. Quand on voit que quelque chose ou un jeu s'en vient un peu trop dur autrement, l'adulte arrive, puis il n'arrive pas à me donner une conséquence en disant « Ah, je pense qu'on va serrer le ballon un petit peu, mais on va faire d'autres choses pendant un petit bout de temps. » Il y a des interventions qu'on fait globalement qui préviennent ce type de difficulté-là. En clair, la récréation est mal surveillée. Il n'y a pas de plan de surveillance de récréation. Un parent me dit, écoutez, mon enfant s'est fait suspendre de récréation pendant 2 ou 3 reprises. Avant de commencer à travailler avec l'enfant et sa motivation de l'enfant, je vais m'assurer que la récréation est surveillée comme du monde. C'est intéressant. On se comprend. Parce qu'à un moment donné, on embarque dans des choses très pointues sur un enfant, alors que j'ai peut-être ça se produit dans un coin où il y a peu de surveillance avec certains jeunes qui se font un plaisir fou Ça m'amène à vouloir vous parler d'intimidation aussi, qui est vécue par 6 à 10 % des jeunes. L'intimidation, parce que plan de cours d'école, plan de surveillance de cours d'école, j'ai fait un lien direct dans ma tête, ça se passe beaucoup à l'extérieur de l'école. Est-ce que ce type de surveillance-là préventive permettrait ou permet aussi de faire une différence au niveau du niveau d'intimidation dans l'environnement de l'école? Oui, ça fait une différence. Sur l'intimidation, il y a, encore là, on fonctionne à peu près avec 3 niveaux d'intervention. Un premier niveau qui est, appelé ça universel, regardez, il y a un règlement appliqué dans le bus, connu et appliqué et enseigné dans le bus. Il y a une cour de récréation qui est surveillée comme il faut qu'un plan de surveillance. Et il y a des campagnes relativement simples dans toute l'école en disant c'est quoi de l'intimidation, puis il y a même une affiche au mur avec une barre rouge, ici on n'intimide pas, puis on ne crie pas de nom. Ça, c'est universel. Mais un deuxième niveau, c'est que quand on a fait ça, malgré tout, j'ai certains jeunes qui agressent verbalement les autres ou intimident les autres, puis j'ai certains autres jeunes qui sont victimes. Là, ça prend une intervention spécifique au niveau des agresseurs, des victimes et des parents des agresseurs et des parents des victimes. Il faut inclure tout le monde. Parce que des fois, les parents des agresseurs, eux autres, ils l'ont pas vu venir, ils l'ont pas vu venir du tout. Je reçois un appel d'école. Écoutez, vous savez, votre gars fait telle chose. Hein? Donc ça, et là, c'est pas l'idée de trouver un coupable, c'est l'idée d'enseigner d'autres choses à l'agresseur, puis d'enseigner aussi à la victime d'être en mesure des manières de se comporter, pour être capable d'éviter de se mettre en situation, mais surtout d'être capable de réagir de manière convenable. Comme parent, je crois beaucoup à outiller mes enfants. Puis si mes enfants arrivaient, moi j'ai 3 garçons d'âge primaire encore, mais si mes enfants arrivaient, ou quand ils arrivent en nous disant « Ah, tel ami n'a pas été gentil avec moi », ou ça se répète un petit peu, je veux outiller mes enfants. Quel conseil vous me donneriez pour mieux outiller mes enfants? Connais-moi un groupe d'âge. 8 à 11 ans, là. 8 à 11 ans, c'est que le premier conseil qu'on va donner à un jeune, c'est de ne pas agresser en retour. La deuxième chose, de se trouver un adulte en qui il a confiance, dépendamment de la nature de l'agression, un adulte en qui il a confiance à l'école, et de dire à cet adulte-là, ou d'en parler à cet adulte-là, dans le cadre, là, entre toi et moi, là, mais Steve, là, il a tel type de comportement, là, vraiment, moi, je suis plus capable, là, présentement, vraiment, il me donne du trouble. Ça peut être de cette façon-là. Okay. Mais normalement, je prends pour acquis que l'école est organisée comme du monde. Ouais. Puis est-ce que dans les comportements que l'intimidé peut avoir, il peut avoir un impact sur l'intimidateur? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que je peux dire à mon enfant pour essayer de faire fuir l'intimidateur ou éviter que l'intimidateur s'intéresse à lui? J'ai tendance des fois à penser à la confiance en soi puis de lever le menton. Il y a des choses qui ont été publiées là-dessus. Il y en a un bout dans l'encyclopédie, dans la petite encyclopédie. Moi, j'enseigne à mon gars de 8 ans. Mettons que c'est parce que ça dépend tellement de forme d'intimidation. Je sais pas. On sait bien, toi, t'es un si, là, un commentaire. Un jeune qui, à un moment donné, ça dépend des styles de jeunes, qui est capable de dire ça, quand tu me dis ça, c'est blessant. Je l'accepte pas. Tourne les talons puis s'en va. Ça peut être un comportement. Ça dépend toujours de la situation. Mais au moins, être capable d'exprimer, pas faire un discours, mais ça, ce commentaire-là, je l'accepte pas. Et c'est blessant. Bon. Ça peut être ça, tout simplement. C'est intéressant. Et, comment je dirais? On dirait, non, c'est un genre d'autodéfense personnelle qu'on enseigne à nos jeunes. Sur l'idée de ne pas répliquer, là, il y a un commentaire que je peux faire là-dessus, c'est que j'ai des jeunes qui se valorisent en intimidant les autres. J'en ai des jeunes qui sont victimes. Ça, les victimes, c'est vraiment pas drôle. J'en ai d'autres qui sont observateurs. Mais j'en ai un 4e groupe. Les victimes qui agressent en retour. Le flot qui se fait écœurer dans la cour de récréation. Puis là, il se met à courir après eux autres pour les écœurer lui aussi. Au point de vue de facteurs de risque, ces croisés-là, là, victimes et agresseurs sont les plus susceptibles d'avoir des problèmes au niveau de la développementale ou de santé mentale. Ah oui. Et ça, c'est... Ça, les lumières rouges allument rapidement, là. Et
Parce que le jeune est victime, mais sa réponse à lui pour être capable de composer avec ça, c'est d'agresser les autres. Puis là, maintenant, on se ramasse avec un cercle vicieux, là. Il a toute la réputation de l'enfant et même de... En classe, c'est notre sous-groupe le plus à risque que ceux-là. C'est pour ça que dans cette perspective-là, on essaye de... Il y a des conseils précis qu'on a à faire. Puis là, vous rentrez, il y a tout le cas. Ça devient... on est dans la cyber-intimidation, ça peut être quelque chose de verbal dans le cours de récréation, c'est très large là, comme concept. Vous avez abordé tout à l'heure, je crois, le modèle de réponse à l'intervention, donc les interventions pour tous qui touchent 80-85% des élèves. Dans votre livre, on voit via les méta-analyses que le RAI, réponse à l'intervention, est extrêmement efficace en contexte scolaire, que ce soit pour... ATI a sorti quelque chose d'impressionnant comme grandeur d'effet, oui. Et que ce soit pour l'enseignement aux élèves qui ont une dyslexie, dysorthographie, ou pour les lecture, comportements Pourquoi est-ce que c'est si efficace comme approche? Parce qu'on entend beaucoup parler dans les commissions scolaires du Québec, appliqué différemment d'un milieu... Oui, c'est ça, plus ou moins différemment d'un milieu à l'autre, mais... L'intervention devient une forme d'évaluation. Regardez, moi, vous êtes directeur d'école, vous êtes directrice d'école, puis à un moment donné, on se retrouve dans une école. Vous savez, certains problèmes d'intimidation. Vous faites venir une pièce de théâtre, vous faites venir sur l'intimidation, vous faites une campagne, une semaine sur l'intimidation, vous avez des activités en classe d'information. Ce que vous pouvez vous dire que normalement, pour 85-90% de vos jeunes, ça va faire l'effet. Mais le fait d'avoir fait cette intervention-là, d'abord, faire ressortir clairement ceux pour qui ce n'était pas suffisant. Ah, c'est intéressant. Et là, après ça, vous tombez avec peut-être votre 15% pour qui ce n'est pas suffisant. Et là, vous intervenez directement sur certains jeunes qui agressent de manière répétitive, certaines victimes répétitives. Et là, malgré tout ça, il reste un petit noyau de jeunes où là, vous dites que c'est vraiment une situation grave de comportement. Ils se valorisent eux autres en agressant, en faisant mal aux autres. Et là, la pièce de théâtre, elle ne sera pas suffisante. Puis la semaine ne sera pas suffisante. Et même une activité de sous-groupe avec elle ne sera pas suffisante non plus. Ça peut prendre carrément, même dans certains cas secondaires, ça peut être même un suivi qui relève carrément de la santé mentale. Et au niveau de... Écoutez, prenez la petite fille de 13 ans qui est dépressive, qui se trouve pas belle, qui pleure souvent, qui mange pas beaucoup, et qui se fait écœurer en plus, là. Bon. C'est pas une pièce de théâtre qui va régler le problème, là, qui va être suffisant. Puis c'est pas non plus un groupe d'entraide sur l'intimidation, là. Probablement que ça va être un suivi individuel 1-1. C'est efficace parce que ça évite de confondre, là. Ça permet de focusser les énergies aux bons endroits. Oui, mais le problème, c'est que dans plusieurs domaines, en lecture, ça s'en vient moins pire, là, mais dans plusieurs domaines, les niveaux de la pyramide, là, tout est mélangé. Regardez regardez le pourcentage d'enfants mis sous médication au Québec, vous allez comprendre qu'il y a des bouts de la pyramide qui ne fonctionnent pas. Là. Tout à fait. Certains groupes d'âge, on a le triple de la médication au Québec comparativement à de la moyenne canadienne. Ça m'amène à parler de TDAH. Dans votre livre, vous avez un tableau sur l'incidence du TDAH par rapport au mois de naissance de l'enfant. C'est fascinant parce qu'on se rend compte à quel point il y a un élément environnemental au diagnostic du TDAH. Peut-être expliquer un peu qu'est-ce qui explique le fait que les enfants nés à une certaine date ont plus de diagnostics de TDAH, puis après ça, comment est-ce qu'on pourrait prévenir cette situation-là? On pourrait dire, excusez l'expression, c'est répliqué selon. On l'a pour les États-Unis, on l'a pour la Finlande, on l'a pour d'autres. C'est qu'on se retrouve dans une situation où on confond, surtout chez les plus jeunes, je ne suis pas rendu à 14-15 ans, c'est une autre affaire, mais chez les plus jeunes, on confond maturité et TDAH. Donc, ce qui fait que prenez 1000 jeunes venus au monde de 6 ans, de 5 ans, maintenant de 6 ans, venus au monde le 1er janvier, prenez 1000 jeunes venus au monde toujours de 6 ans, mais 31 décembre, et mettez-les dans le même amphithéâtre, là, sur la moyenne de niveau d'attention, surtout si c'est des gars, vous allez avoir un écart important. Oui. Et là, c'est pas un trouble pathologique, ça, là. C'est véritablement une situation où j'ai des professionnels, des enseignants, entre autres, qui confondent. L'autre élément, il y a une grille sur le sommeil dans la petite encyclopédie. Bon, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous savez très bien que si vous couchez, vos enfants se couchent à 10h30, 11h le soir, le lendemain matin, sur une tâche impliquant un niveau d'attention, ça ne sera pas fort. Non. Et dans ce cadre-là, encore là, on peut confondre. Comme, écoutez, j'ai des écoles qui disent, oui, nos jeunes ont de la difficulté à se concentrer, ils ont enlevé la récréation de l'après-midi. 20% des écoles au Québec, avant que le ministre intervienne. Ben là, vous me dites, là, on va commencer par mettre de l'activité physique, on va vérifier si le jeune dort, on va faire attention que s'il est du mois du 29 septembre, c'est possible que dans la moyenne des jeunes de ce groupe-là, compte tenu de l'âge, on va éviter de confondre. Oui, parce qu'il y a 1 an de moins que le jeune né le 1er octobre. En Ontario, c'est encore plus tard. En Ontario ou en Finlande, l'exemple que je donnais, mais l'Ontario, comme ça aussi, c'est l'année civile pour rentrer à l'école. Okay. Pas le 30 septembre, c'est jusqu'au 31 décembre.
Donc ça, c'est normal. C'est développementalement normal que... Et, mais là... Mais comme parent, on fait quoi? Notre enfant est peut-être un peu plus immature, il est en classe, il est moins attentif ou il est moins réceptif, disons, aux consignes de la classe. Mais on le sait comme parent, on a l'impression que c'est plus de l'immaturité qu'un trouble d'attention. L'intervenant scolaire, l'enseignant, pense le contraire ou aimerait avoir un suivi parental ou la médication. On fait quoi? Vous pouvez toujours donner un coup de main à un... On peut enseigner l'attention, mais il faut tenir compte, entre autres, du niveau développemental. Je vais vous donner un exemple. C'est un peu pittoresque, là. Quand nos triplés ont eu leur cours de conduite, avez-vous déjà imaginé partir 3 fois de suite avec votre auto avec 3 chauffeurs différents? Et une des choses qu'on leur disait, il fallait leur enseigner à être attentifs au volant. Parce qu'ils prennent le volant et ils regardent partout. Bon. On enseigne à un jeune conducteur comment être attentif à la route. Vous êtes d'accord avec moi? Ça s'enseigne. Bon, on peut enseigner aussi l'attention en contexte de classe à un jeune. Mais toujours, ça se fait, là, dans l'encyclopédie, il dit, mais ça se fait en tenant compte de l'âge du jeune. Il ne viendra pas l'idée qu'un enfant, vous dites, bon, moi j'ai décrété que l'entraînement à la propreté chez un enfant, c'est à 1 an, 3 mois. Donc, vous venez de décider ça, là. Mais est-ce que c'est possible qu'un enfant d'1 an, 1 mois, et un enfant d'1 mois, 5 mois, je veux dire, une variabilité là-dedans. Là. C'est vraiment une situation où on va tenir compte du niveau de maturation. Et ça, c'est pas une question d'âge, c'est une question de différence individuelle. Mais si j'ai un enseignant ou un adulte ou un intervenant scolaire qui voit du déficit d'attention partout, là, on est dans le trouble. Mais ça se passe beaucoup, vous l'avez dit, au secondaire, jusqu'à 14-15% des jeunes sont médicamentés pour un trouble d'attention. Oui, puis il y a une surreprésentation des garçons aussi. Puis là, vous me dites, là, en tout cas, c'est comme la date de naissance. Est-ce que le fait d'avoir un Y dans son karyotype là, est un risque, un facteur de risque en soi? Là, on pourrait jaser là-dessus aussi. Donc, présentement, il y a un surdiagnostic dans plusieurs domaines qui touchent l'éducation au Québec. Sachant que de savoir qu'un jeune est un trouble oppositionnel avec provocation, un top, ça ne vous dit pas grand-chose là, pour lui enseigner quand vous enseignez son rôle de français en première secondaire. Donc ça, normalement, j'irais vers un système non catégoriel. C'est pour ça que j'ai mis l'encyclopédie est non catégorielle. Il n'y a pas de chapitre sur le TDAH, il n'y a pas de chapitre sur le trouble du spectre de l'autisme. Il y a un chapitre sur l'enfant qui frappe, il y a un chapitre sur l'enfant qui mord, il y a un chapitre sur l'adolescent qui est inattentif, mais il n'y a pas de... C'est intéressant parce qu'on est dans un système qui aime mettre des étiquettes, surtout aux élèves différents ou qui ont des difficultés. Et dans le même tableau des bonnes pratiques qui ont un impact positif sur la réussite scolaire, le fait de ne pas mettre d'étiquette... c'est troublant, hein? Pourquoi? On aurait tendance à penser intuitivement, si on ne sait pas que l'élève a un bras cassé, on ne pourra pas l'aider. Donc, si on sait pas que genre de modèle médical. Oui. Mais, c'est de là dont on parle, j'imagine, dans le système. Le problème, c'est que les étiquettes, ou on dirait en anglais des labels, proviennent du fait que pour financer les commissions scolaires, on a besoin d'identifier un certain nombre de diagnostics. Là. L'autre élément, c'est que les conventions collectives des enseignants donnent un poids supérieur à un enfant qui a un diagnostic. Dans les ratios. Par exemple, j'ai un trouble du spectre de l'autisme, le ratio d'élèves là, change. Là. Mais la perception qu'on a, puis c'est même la position officielle de l'ordre des psychologues là-dessus, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour aider un enfant. Marie ne mange pas beaucoup, elle pleure, elle ne se sent pas bien. Est-ce que vous viendrez l'idée de dire que ça va prendre absolument un diagnostic de psychiatre pour être en mesure de l'aider? Voyons. Non. C'est toujours les 3 niveaux de la pyramide. Vous commencez à avoir une intervention comme ça, vous supportez. Là, si jamais vous voyez que rien ne fonctionne, là, on ira vers du médical, mais pas tout de suite. Je comprends. On a vu disparaître tranquillement, en tout cas moins nommer les classes spéciales dans le système scolaire québécois depuis 10-15 ans. En même temps, on a souvent les syndicats ou les enseignants parler d'intégration sauvage des élèves en difficulté pour prôner un retour à la classe spéciale. Vous en pensez quoi de la classe spéciale pour aider les élèves en difficulté? Classe spécialisée de qualité, je pense aux jeunes en difficulté de comportement. Ça, il y a une plus-value. D'ailleurs, il y a un chapitre dans l'encyclopédie là-dessus. Néanmoins, on a un problème structurel au Québec. J'ai des écoles privées qui font une forme de sélection, surtout au niveau des jeunes en difficulté de comportement, il n'y en a pas beaucoup dans le privé. Vous avez des écoles à projet particulier qui font une forme de sélection aussi. Donc là, votre classe ordinaire n'est plus rien d'ordinaire, est surreprésentée au niveau des jeunes en difficulté, entre autres en difficulté de comportement. Donc, c'est une tâche qui est ingrate, inégale par rapport aux tâches de l'enseignant qui enseigne en ski-études, je ne sais pas trop quoi. Là. Et là, c'est comme si le fait qu'on fait de la sélection plus haut va nous obliger à sortir des jeunes de classe ordinaire pour les mettre en classe spécialisée pour soulager l'enseignant. Or, on n'offre pas un service éducatif pour soulager l'enseignant. On offre un service éducatif parce qu'on croit que l'enfant a plus de chances de réussir dans ce milieu-là.
Sans ça, on tombe dans l'approche « éloigner de moi ce calice ». Oui, c'est ça. Ouais. Et éloigner de moi ce calice en disant « ça n'a pas de bon sens, c'est je te dérange tellement en classe ». Donc moi, comme enseignant, si je veux être capable de durer, il faut que vous le sortiez de ma classe. Si ça, c'est une philosophie éducative, là... Ouais. Il faut penser à l'élève en premier et non dire moi j'ai souvent dit on dit aux parents oui on offre des services à l'élève, regardez on le met dans une classe spéciale, mais c'est souvent un prétexte pour dire qu'on fait quelque chose pour l'élève, alors que dans la réalité c'est dans la classe régulière. Avant de recommander comme professionnel qu'un jeune en difficulté de comportement va aller en classe spécialisée, là j'y pense sérieusement. Il faut que la classe soit exceptionnelle et que l'objectif dans la classe spécialisée soit le retour en classe ordinaire, ce qu'on voit pratiquement jamais. Là. Exactement. Ma dernière question, le redoublement. Un peu de la même façon, on a abandonné tranquillement l'idée du redoublement. Certains parents prônent le redoublement pour éviter qu'il y ait des élèves peut-être en grande difficulté dans les classes. D'autres ne veulent pas de redoublement pour leur enfant. Qu'est-ce que les études disent sur le redoublement? Principe général, le redoublement, c'est une mesure qui est très peu efficace, même inefficace, même négative, là, au niveau de la réussite scolaire. Ah ouais. Le problème qu'on a, c'est que si, on appelle ça dans le métier « train and hope », le jeune est en deuxième année, on va le monter en troisième, puis on va espérer. Ce que je veux dire, c'est que doubler a peu d'impact, mais monter avec un retard scolaire, si vous n'avez pas le soutien en orthopédagogie à ce type de mesure, voilà. Il est en troisième année, il y a un niveau de lecture de première, puis il est rendu en sixième année, il y a un niveau de lecture de troisième année. Se croiser les doigts n'est pas suffisant, il faut quand même l'aider quand on le fait. L'espoir, là. Il faut vraiment être capable. Mais lecture demeure, même pour les gens en difficulté de comportement, la lecture est quelque chose de fondamental. C'est un retard de lecture, particulièrement ce qu'on observe chez les gars, entre autres, pose des sérieux problèmes. Monsieur Royer, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Un merci spécial à M. Égide Royer qui a accordé à aidersonenfant.com cette entrevue lors du 44e congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage qui avait lieu à Montréal en mars dernier. Si vous appréciez la balado, partagez dans vos réseaux de façon à ce que d'autres parents puissent bénéficier de ces conseils concrets prodigués par les experts qu'on rencontre. Et je vous encourage à vous abonner à nos chaînes iTunes et Google Play et à suivre ce qu'on fait sur aidersonenfant.com pour accéder à toutes nos nouveautés. Merci tout le monde, à bientôt.